Rebonjour, on s'est croisés, on s'est tous vus, on s'est tous salués, peut-être pas autant qu'on aurait voulu. Je vous remercie d'être nombreux sur cette thématique intelligence artificielle et puis transition numérique. Je me suis dit à 15h, il n'y aura pas un chat. Et en fait, il y a plein de monde, c'est bien. Voilà. Je me présente, je suis Jean-Philippe Bourgeon, je suis responsable du pôle système d'information, gestion des documents et des données au centre de gestion de Saône-et-Loire. Donc on a un pôle de compétences sur les compétences autour de la donnée, donc les archivistes, les délégués à la protection des données, et puis l'informatique, qui est aujourd'hui une informatique support à destination à l'usage du centre de gestion, mais qui, certainement comme dans vos centres de gestion, est interrogée dans le rôle qu'elle pourrait ou qu'elle peut tenir auprès des collectivités. Voilà, donc on a travaillé cette année sur cette thématique des transitions numériques, du rôle que le centre de gestion pourrait prendre à l'intérieur de ça. Ça nous a amené à prendre un certain nombre de premières initiatives. Et puis l'occasion de cette rencontre au CDG 88, c'est de mettre en partage ça, pas dans une logique d'apporteur de solutions, mais plutôt d'ouverture à la fois de la thématique et puis de recherche, de regards croisés, etc. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui ensemble. J'ai 3 temps dans cette présentation. Une première partie sur les transitions numériques, pour essayer de partager ensemble une vision de ce contexte autour de la donnée et de notre société qui est en train de changer, et voilà, qu'on puisse se dire si on est d'accord, en quoi, pourquoi et comment. Ensuite, une autre dimension sur l'intelligence artificielle, de manière un peu plus ciblée, avec des phases de démonstration. Et puis, peut-être essayer de dégager un regard un peu plus analytique sur la place que ça pourrait prendre dans nos organisations sans de gestion. On a peu de temps pour faire tout ça. Alors, bon, j'ai plein de diapos, je vais en passer plein. Et l'idée, c'est quand même de se concentrer sur notre échange. Voilà. Donc, cette première partie sur les transitions numériques, on l'a travaillé avec Accès Conseil. C'est un cabinet qui gravite un peu dans le giron des centres de gestion. Chez CAP, c'est un enseignant-chercheur qui, finalement, qui travaille spécifiquement sur ces dimensions et notamment sur ces transitions numériques. Et l'essentiel des contenus que je vais vous partager sur cette première partie, on l'a mis en lien le 21 juin avec les agents du centre de gestion. On a sélectionné une partie et je vais la partager avec vous. Avant de commencer, je vais vous faire un petit sondage à main levée pour essayer de voir un petit peu comment nous nous situons. Parmi nous, qui a utilisé l'intelligence artificielle dans son processus de travail. Un quart d'entre nous. Dans son quotidien maintenant, pas uniquement dans le travail, mais de manière plus générale, soit en lien avec la famille, les enfants, les amis. Levez la main. Il y en a un peu plus, mais pas un peu plus. Voilà. C'est vrai que, et puis, dans quel centre de gestion parmi nous est-ce qu'on réfléchit à ces dimensions, à ces thématiques, ou qui ont déjà peut-être commencé à aborder ça en comité de direction, ou l'informaticien est venu vous chatouiller avec ça, ou je sais pas. Non, personne, pas trop. Un petit peu. Donc ça reste quand même à la marge dans notre groupe. Donc on voit que du coup, c'est des initiatives de travail avec l'IA qui sont par de l'intérêt personnel pour les technologies, peut-être une volonté d'accélération, mais qui ne sont pas nécessairement pilotés par nos organisations. Voilà. Donc, très rapidement, l'IA aujourd'hui, les usages qui sont grand public, et ce sera notre point de départ, générer de la musique, des images, des vidéos, du texte, répondre à des questions sur tout sujet, traduire, écrire des histoires, produire du contenu de toute nature, poster sur les réseaux sociaux à la place des gens. Nous le faisaient déjà beaucoup, maintenant ça le fait sans nous. Traduire des textes, etc. Faire des résumés, faire des prédictions ou des projections, météorologiques notamment, des actions boursières, le sport, etc. Puis, il y en a encore et encore. Planifier votre prochain voyage. Vous voyez bien que tout ça est mis en avant sur le plan marketing dans notre environnement. On est inondé et abreuvé de ces représentations.
Mais derrière ces éléments se cache quand même une transformation. On l'a vu tous en cours à l'école, où on parlait de l'ère de la connaissance, et on voit que ça prend des formes qui ont un impact dans nos quotidiens qui est manifeste, qui est réel, et que je voudrais vraiment arriver à développer, puisque ça fait émerger de nouveaux acteurs, de nouvelles valeurs, qui vont eux-mêmes produire de nouvelles formes de connaissances, et c'est là que ça nous touche nous les centres de gestion, puisque ça va appeler des transformations managériales, et c'est bien au cœur de nos processus d'accompagner les collectivités territoriales dans leurs processus managériaux, et c'est finalement par cet axe-là que se traduit notre problématique. Alors, tous les secteurs d'activité sont concernés. Moi, je vous ai pris plein d'exemples. On ne va pas tous les détailler, mais dans l'industrie, c'est présent, évidemment. Aujourd'hui, il y a dans les industries qui mobilisent ces technologies, il n'y a plus personne qui fait la chasse à la pièce en panne. C'est la pièce en panne qui se signale, et c'est un système automatisé qui va trouver la pièce de rechange et ça réfère au prix culturel. On peut faire ça touche le secteur culturel avec des visites virtuelles. Cet été, Air France, je crois que c'est Roissy-Charles de Gaulle, a lancé des IA pour guider et renseigner l'ensemble des usagers pour fluidifier les circulations dans l'aéroport, mais aussi les équipes techniques pour la partie notamment maintenance que j'évoquais tout à l'heure. Ça touche le secteur politique. Aux États-Unis, on estime maintenant que, et notamment en lien avec les élections qui sont à venir, il y a plus de possibles d'actualité que de vrai, que ça devient de plus en plus difficile de naviguer à l'intérieur de ce magma. Vous voyez, Newsguard recense 1265 sites partisans face à 1213 journaux locaux, on va dire, de journalisme sérieux. L'antitrust français a déjà signalé, l'autorité de la concurrence a déjà mis en vigilance l'Union européenne sur cette dimension. En Inde, au mois de mars 2024, excusez-moi, je ne suis pas capable de prononcer le nom de ce personnage, qui est un ex-ministre en chef de l'État tamil, dont on a utilisé l'image pour diffuser un message politique sur un bâtiment, et il était mis en image grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'il est mort en 2018. On parle du secteur bancaire en matière d'IA, et pour commencer à parler des impacts que ça va avoir dans nos métiers, comme du secteur de la sidérurgie, l'équivalent de la sidérurgie au XXIe siècle. Vous constatez comme moi que tous les métiers de premier niveau de conseil, d'accueil et d'orientation ont complètement disparu du secteur bancaire, et que l'automatisation par les processus automatisés est omniprésent. Avant d'avoir un être humain dans une banque, il faut prévoir un petit quart d'heure. Voilà. Donc, face à ces transformations, cette mobilisation des nouvelles technologies, du numérique dans nos environnements, de nouveaux acteurs entrent en jeu. Avant, nous, on parlait bien sûr de l'État, des entreprises, des syndicats, de la société civile, c'est notre modèle de société. Mais maintenant, on doit parler start-up, incubateur, darknet, chatbot, plateforme, citoyen. Je pense que vous avez tous une représentation de chacun de ces termes-là, alors qu'ils ne sont pas dans nos quotidiens immédiats, on n'a pas le sentiment, mais en réalité, on comprend à peu près à quoi tout ça ramène. BPI France, la banque publique d'investissement, donnait cette cartographie du panorama de la France et du numérique. 700 000 emplois créés en 15 ans, en quelques chiffres, 83% des Français connectés, presque la moitié sur Facebook, 400 000 étudiants et salariés formés via des formations massives en ligne, des MOOC, et le poids du numérique de 5% dans le PIB français. Et ça, paraît pas grand-chose, 5%, Jean-Philippe, tu sais, c'est de quoi tu parles, 5%. Ça cache une réalité bien différente. Toi, dans le PIB de 5%, c'est la part économique de nos infrastructures informatiques, matérielles et logicielles de toute nature. Mais en réalité,
au service de tout le reste de notre activité. Donc l'impact est majeur, par exemple, 12% du PIB est transformé par la numérisation. Les secteurs ayant dégagé des gains de productivité significative grâce au PIC, 60%. Je suis déjà à 77 là, si vous faites les maths avec moi. Et puis, les secteurs peu ou pas touchés par la numérisation, 22% à l'époque de ça, agriculture, pêche, bois, services à la personne, restauration. Mais je pense qu'on peut dire que même ces pans de notre économie sont fortement impactés par les transformations numériques. Alors voilà, ça c'est plus des éléments chiffrés. Hein. Aujourd'hui, c'est 2% de la consommation d'électricité mondiale. Quand on vous dit le monde immatériel, c'est pas vrai du tout. C'est hyper concret. C'est 2% de notre production d'énergie qui est directement dédiée à cette production de valeur-là. Et puis, c'est plus qu'un doublement en 3 ans de l'impact en milliards de dollars dans l'économie des usines de savon. Voilà. Donc, ces systèmes s'accaparent de nouveaux pouvoirs dans notre système, dans nos économies, dans notre société, grâce à la maîtrise de l'hybridation c'est-à-dire, vous voyez, le passage systématique entre le monde virtuel et le monde réel, auquel il nous contraint en permanence. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas commander un billet d'avion si vous n'avez pas de maîtrise technologique. Et ce déplacement physique est contraint par ce passage dans le virtuel. Et c'est omniprésent dans nos organisations et dans nos fonctionnements. Et donc, voilà un premier espace d'enjeu pour nous, c'est comprendre en quoi, vous voyez, je suis très loin même de parler de secteur public, en quoi ça va impacter nos façons de travailler et en quoi ça va finalement modifier notre société et comment on s'inscrit dans ce rapport. Avec des effets négatifs. On mesure certainement tout. 40% de notre vie devant les écrans, l'IA et compagnie va augmenter de manière, je pense, exponentielle la quantité d'informations à laquelle nous allons être confrontés. En nous appelant de plus en plus à mobiliser des compétences qui jusqu'à présent n'étaient pas tellement nécessaires, des compétences de tri, de vérification, de sélection de l'information, de granularisation, de mise en distance. Je vais y revenir. Déconnexion numérique et mentale, bon, ça nous le fait déjà avec les boîtes mail. Hein. Bonne chance quand on aura profusion d'outils technologiques qui vont de plus en plus nous solliciter, etc. Et donc j'en viens à nos nouvelles formes de connaissances. J'en prends qu'un seul élément, c'est véritablement l'élément emblématique, mais vous allez comprendre, hein, c'est cette notion d'influençable, qui vient complètement bouleverser notre rapport à la production et à la consommation des savoirs. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la validation et l'identification de la vérité ou d'un fait, ou du caractère vrai d'un fait, est moins fondée peut-être sur des processus traditionnels scientifiques, de validation, et plus par le rapport à la relation entre pairs, le rapport à l'influence, hein, à la notoriété et des interlocuteurs. Je prends cet exemple. Vous connaissez cet influenceur, Nota Bene? Oui. Non. On veut bien noter. Alors, notez bien. Donc ce garçon n'a rien à voir avec l'histoire. Il n'a fait aucune étude dans le domaine de l'histoire. Simplement, il s'est découvert une passion pour cette thématique et a commencé à produire des contenus sur une chaîne qui aujourd'hui compte des abonnés en centaines de milliers, 727 000 abonnés. Et sur tout sujet historique, s'est mis à faire des recherches, à produire des contenus de vulgarisation qui, il y a quelques années, étaient d'abord un peu décriés par la communauté sérieuse autour des sujets historiques. Et maintenant, les profs d'histoire recommandent aux étudiants qui passent le bac d'aller regarder Nota Bene, parce que c'est bien fait. Vous voyez, le rapport à ce qui fait référence, à ce qui fait autorité dans un domaine, glisse de la reconnaissance académique vers quelque chose d'autre. Et on a là un garçon qui, je ne sais pas
pas s'il était tourneur fraiseur ou je ne sais pas, mais arrive à se faire une réputation et une reconnaissance de crédibilité et de sérieux dans un domaine qui, pour le coup, est éminemment scientifique et reconnu pour la rigueur de ces processus de construction des connaissances. Voilà. Je vais voir si connaît mon histoire. Ça manger les mots dans mon titre. Donc on est en train d'assister à un glissement aussi, l'impact du numérique et l'impact de ce rapport d'hybridation fait glisser notre société d'un capitalisme du produit à un capitalisme, ou plutôt une économie des plateformes, qui crée des vous allez comprendre tout de suite. Aujourd'hui, voilà les grandes entreprises, hein, Amazon 250 milliards en bourse, Uber, Airbnb, Isabelle 5 milliards. Airbnb, cette société, n'a aucun actif. Aucun actif. Ils n'ont pas de bâtiment. Ils n'ont pas de... Enfin, ils ont certainement un siège social quelque part, mais ils n'ont pas une chambre d'hôtel. Ils ont aucun actif. Leur seul actif, c'est leur nombre d'utilisateurs. Et ils pèsent en bourse 27 milliards, c'est supérieur à la valeur économique du groupe Accor, qui en pèse la moitié, je crois, et qui possède des paquebots, des hôtels, avec autant d'étoiles que vous voulez, choisissez. Voilà. Je vais mettre ça en rapport pour montrer à quel point notre société glisse dans ce rapport-là, ce rapport à l'hybridation, ce rapport où l'intermédiation, la manipulation ou la maîtrise de l'information devient un asset qui a plus de valeur que de détenir les objets qui définissaient le capital jusque-là. Bon, alors des sociétés dans notre environnement, vous en connaissez certaines, peut-être pas toutes, la Garde, etc. Voilà. Tout cela fait émerger de nouvelles formes de travail. Et nos métiers sont forcément confrontés à ça. On en parle tout le temps. Informatique décisionnelle, dashboard, big data, open data. C'est des termes qu'on prononce dans nos réunions, qu'on prononce dans nos séminaires, dans nos forums. On estime que 60% des métiers exercés en 2030 n'existent pas aujourd'hui, autour de cette question-là, et que la définition de 50% des métiers qu'on exerce aujourd'hui n'existera plus telle qu'elle, ou en l'état, d'ici à 2030, donc demain matin. Voilà. Bon. Je préfère en rester sur des choses qui sont très saillantes, qui permettent peut-être de partager ensemble ce constat. 3 paradoxes durables pour nous. On a plus de connaissances et d'accès à la complexité, et ça nous renvoie à plus d'inconnaissance, d'incertitude, d'inconfort. Hein. C'est-à-dire qu'on se retrouve maintenant noyé, il n'y a plus de filtres, de tri qui nous permettent de définir finalement des normes auxquelles on puisse se rapprocher, alors qu'on n'a paradoxalement jamais accédé à autant de contenu. Plus de données plus rapidement conduit à l'impossibilité de tout traiter et de les relier soi-même, donc on a de plus en plus besoin de la technologie. Hein. Et le temps humain, c'est pas du tout le temps de la machine. Voilà, nos journées sont faites que de 24 heures, et notre capacité à absorber tout ça nous rend dans l'incapacité de naviguer dans ce monde-là. Et pour autant, donc ça veut dire qu'on a besoin de la technologie pour pouvoir y aller, et plus on a de technologie, plus on en produit. Voilà, je vous laisse faire votre tri avec ça. Voilà, ça me... Bon, très bien. Enfin, 5 familles de nouveaux métiers pressentis, des métiers pour manager la relation de l'homme à la machine. Les robots, c'est un peu provocateur, mais oui, évidemment, comment on va se construire, comment on va s'interfacer, comment on va entrer en relation avec, sans y laisser notre santé mentale. Le rapport au management des choix, la transparence, l'éthique des algorithmes, c'est une autre dimension qui me paraît stratégique et clé là-dedans, dans lequel il va falloir faire émerger des espaces de réflexion ensemble pour déterminer dans quelle mesure on peut utiliser ces technologies dans les processus de recrutement, par exemple, avec ces technologies
travailler sur cette dimension-là prochainement. Comment on peut mobiliser l'IA dans les processus de recrutement sans faire des choses qui sont illégales, puisque le RGPD interdit les décisions automatisées à propos des êtres humains. Voilà, pour résoudre ça, ça passera par la réflexion collective. Le management de l'optimisation des IA, bon, c'est un peu connexe, mais jusqu'où on s'autorise à aller là-dessus. L'Europe a déjà fourni un certain nombre de réactions pour y venir. L'ingénierie des écosystèmes digitaux dans toutes leurs dimensions, techniques, technologiques, mais aussi sociales, comment est-ce qu'on interagit avec elles, et enfin l'hybridation des équipes. Ce sera bien sûr d'accompagner les équipes dans cette transformation. Donc le manager du futur, on organise une séance de grève dans un quart d'heure, juste avant les pâtés lorrains. L'Organisation mondiale du commerce produit une carte de ce qu'on appelle la littératie numérique. Donc, l'ensemble des compétences qu'il faut maîtriser pour être à l'aise avec ce monde qui vient. Je vous laisse voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Comprendre le monde qui nous entoure, trouver, sélectionner l'information, communiquer efficacement, collaborer, la e-sécurité. On parle tout le temps, les informaticiens nous rabâchent cybersécurité, mais c'est pas nous, c'est l'Organisation mondiale du commerce. Savoir utiliser la technologie, être créatif et penser de voilà. J'arrête là pour cette première partie, on pourrait en parler longtemps. Tout vous dire, il y a 40 diapos, mais j'avais 200 diapos à trier. C'est un travail extrêmement... c'est en continu. Si vous suivez un peu les fils d'actualité, et si dans vos mots-clés, vous avez mis quelque chose qui tourne autour de la technologie, l'IA, c'est pas de tous les jours, c'est 10 fois par jour qu'il se passe un truc. C'est presque douloureux. Voilà. Voilà pour cette première partie. À ce stade, ça va? Vous partagez ce constat, cette approche, cette vision des choses? Ouais. Voilà. Je vais revenir parce que moi j'aimerais maintenant qu'on regarde un petit peu. Dans une deuxième partie, j'aimerais qu'on se penche un petit peu sur l'IA. Je voudrais lever quelques représentations avec vous, faire quelques tests avec ChatGPT pour essayer de voir pourquoi, comment, ce qu'il y a dedans. Vous donner des éléments de définition, pas trop piquant, quoi. Quelque chose qui soit utile. Hein. Et puis peut-être, s'il nous reste un peu de temps, essayer de projeter le regard sur comment est-ce que collectivement, nous, les centres de gestion, comment on peut se saisir de ces objets. Hein. Alors, c'est la deuxième partie de la présentation. L'IA, comment ça marche? Et pour commencer, je vous propose de jouer un peu avec l'IA. Jouons un peu avec l'IA. Et donc, je vous présente ChatGPT. Attendez. Allez, sois pas timide. Voilà. Je vous présente ChatGPT. Je vais grossir les caractères parce que c'est tout petit, c'est fait pour mon écran. Voilà, si je peux faire comme Will Smith chez les Men in Black. Voilà. Tu peux pas. Je pense que ça va donner. Ouais, on essaye comme ça? Ok. Alors, premier petit jeu avec ChatGPT. Je vais faire comme ça. Voilà. Le centre de gestion de Saône-et-Loire publie, comme les autres, une actualité juridique bimestrielle que je vais vous faire voir. Voilà. Non, là voilà pas. Là voilà. Vous voyez, les circulaires, c'est un travail d'actualité statutaire comme vous le croisez un peu partout. C'est vrai que ce format est adapté pour un format de lecture de type article, comme c'est publié là,
mais nécessite d'être remanié pour l'usage, notamment la valorisation sur les réseaux sociaux. Et je vous propose de demander à ChatGPT de résumer cette actualité statutaire pour un citoyen qui ne maîtrise pas le statut et les codes de la fonction publique territoriale, de passer dans un format dédié aux médias sociaux LinkedIn en particulier, et d'inclure les liens hypertextes. Moi, je sais que si on me demande de faire ce travail-là, je suis informaticien, mais ça va, un, va m'amuser, et deux, me prendre un temps certain. Je pense que je voudrais le faire en une matinée, mais on me laissera la moitié de la matinée pour le faire. À mon avis. Donc, ChatGPT, je lui donne donc ça. C'est le copier-coller de l'article. Hein. Je ne m'embête pas avec les feuilles. Pardon, j'étais un peu trop enthousiaste. Vous voyez, c'est quand même déjà possible. Stop. Attends, j'arrive. Voilà. Je vais lui passer une consigne ici. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. C'est moi qui rajoute ici pour plus de clarté. Je reprends les éléments de consigne. Et je vais remettre ce que je vous ai dit à l'instant. Résume l'actualité statutaire du CDG pour un citoyen qui ne maîtrise pas le statut. Je lui dis ça en gros langage bien naturel. Il va sans me dire que n'étant pas dans cette société par ailleurs, je n'ai pas du tout programmé quoi que ce soit. Résume l'actualité statutaire du CDG pour un citoyen qui ne maîtrise pas le statut. Format LinkedIn inclut les liens hypertextes. Voilà. Commencez-vous. Voici les dernières nouveautés statutaires dans la fonction publique pour cet été 2024, avec des changements visant à améliorer les droits et conditions de travail des agents publics. Protection des lanceurs d'alerte. La circulaire du 26 juin 2024 clarifie la procédure de signalement des alertes pour les agents publics ainsi que les protections qui leur sont garanties. Petite image sympa. En savoir plus, je clique dessus, je vais sur Légifrance. Etc. C'est chouette, hein. Ça m'a pris 13 secondes, on est d'accord. Et ça m'en aurait pris probablement 7 si je n'avais pas eu besoin de vous expliquer ça. On continue à jouer un peu avec la machine pour découvrir ses potentiels. Parce que là, mon ambition, c'est de vous faire un effet waouh, quoi. C'est magique. Si j'avais ça. Maintenant, je vais lui proposer quelque chose d'un peu plus. De s'inviter dans notre processus de travail. Sur la base de l'actualité statutaire du CDG, rédige un mail à la secrétaire de la mairie de Commune en Beaujolais qui nous a sollicité. Un agent technique de Commune en Beaujolais interpelle la collectivité et réclame le statut de lanceur d'alerte, mais la secrétaire ne connaît pas ce dispositif. Explique sommairement le dispositif en citant tes sources, met en avant les conditions à remplir pour en bénéficier, indique la prochaine action que doit prendre la secrétaire pour faire progresser cette démarche, propose un rendez-vous téléphonique pour approfondir la question. Go! Moi j'adore, ça me régale. Comment les informations que tu vas nous délivrer, elles sont justes. On va y venir, mais c'est vraiment là, c'est le cœur de la fusée. Votre question, c'est vraiment c'est le cœur même de la fusée. Je ne connais pas le sujet. Alors, voilà. Objet. Réponse à la demande concernant le statut de lanceur d'alerte. Madame la secrétaire, je fais suite à votre sollicitation concernant l'agent technique des communes en Beaujolais qui souhaite bénéficier du statut de lanceur d'alerte. Voici quelques précisions qui pourront vous être utiles pour gérer cette situation. 1. Le dispositif de protection des lanceurs d'alerte. C'est l'équivalent de mon actualité là-haut. Mais bon, vous voyez, c'est adapté. Ces textes visent à renforcer la protection des lanceurs d'alerte contre les représailles et à assurer un traitement confidentiel des signalements. Consultez la circulaire. 2. Conditions à remplir pour bénéficier de ce statut. L'agent doit avoir connaissance d'un fait grave, signaler ces faits à une autorité compétente, agir de bonne foi et sans contrepartie. Il est également important que le signalement se fasse conformément aux procédures établies afin de garantir les protections associées, absence de sanctions disciplinaires ou harcèlement en représailles. Prochaine action. Je vous conseille de commencer par recueillir toutes les informations pertinentes de l'agent sur la nature du signalement qu'il souhaite faire. Ensuite, il faudra vérifier que les conditions pour la reconnaissance du statut de lanceur d'alerte sont bien remplies. Si nécessaire, il pourra être orienté vers une autorité externe compétente selon le décret du 3 octobre 2022. Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche. Proposition de rendez-vous téléphonique afin de vous apporter davantage de précision, blabla. Je reste à votre disposition pour tout complément d'information. Like cordialement, mes bisous. C'est chouette, hein?
Bon, vous avez raison, c'est au cœur de ça. C'est la fiabilité de l'information sous-jacente. J'ai fait beaucoup de veille sur cette thématique-là et écouté pas mal de podcasts. J'ai croisé notamment sur France Info un podcast que je vous recommande. Ils ont un fil d'actualité, ils ont un fil de podcast sur lequel ils recensent chaque fois qu'ils parlent d'IA. Mais ces thématiques, c'est hyper intéressant. Beaucoup de gens disent beaucoup de choses sur notre service public de l'information. Bon, moi, je vous dis, Radio France, l'application, il y a des fils de podcast pour faire sa veille. C'est vraiment des mines d'or. En l'occurrence, le journaliste va interroger un avocat, un médecin, et leur demande de travailler avec ChatGPT. Ils ont comme nous le premier effet waouh, quoi. Hein. Et ensuite, en creusant, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans une dialectique avec un de leurs pairs. Ils sont en face de quelque chose qui leur permet d'aborder ou d'approcher la connaissance de manière nouvelle. Et on rejoint ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur les transitions numériques et sur ce nouveau rapport, ces nouvelles compétences que nous devons développer. Là, ça va faire un travail très important de curer le contenu, de nous retrouver des liens. C'est à nous de vérifier la véracité de l'information sous-jacente. C'est à nous d'aller nous assurer que c'est conforme à nos processus et nos procédures de travail. Et c'est un nouveau travail qui s'ouvre pour nous, différent, dans lequel ce travail rédactionnel de 500 mots disparaît à notre bénéfice, parce que ça pique à tout le monde de faire ça, mais remplacé par quelque chose à beaucoup plus forte valeur ajoutée en réalité. Et on va voir ce que fabrique un l'IA. J'élude pas votre question. Qu'est-ce que l'IA fait et comment elle fait pour me sortir de ça? Mais je n'élude pas la question, pas du tout. On y va. Je vais dire. Je vous présente un autre outil, parce qu'on va dire oui, bon bah voilà, l'outil nucléaire ChatGPT, c'est le summum de la technologie à ce jour. Trop face, comme disent mes filles à l'école, elles disent pas c'est facile, elles disent trop face. Voilà, nous allons chez Gamma. Gamma, moi je fais créer avec l'IA. Je veux faire. Je prépare un exposé sur les Jeux Olympiques 2024. Voilà, il me génère un plan de diaporama pour en rajouter des cartes, des machins. Moi, j'ai le compte gratuit, épargnez mon budget, soyez gentils. C'est pour vous faire voir. J'ai choisi mon thème, la thématique, avec. Je sais pas, il y a un truc sur le sport. Hein. Bon, c'est joli quand même. Hein. On va dire que c'est joli. On prend ça, ce thème-là, et je génère une présentation sur les JO. Dit qu'il faut changer notre rapport aux connaissances. Hein. Ceux qui vont s'amuser à évaluer des gamins de collège avec. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. C'est autre chose qu'on va venir chercher chez les jeunes gens. Hein, c'est ce qu'on cherche à leur développer pour être face à ça, du sens critique, la capacité d'analyse, la capacité de curation des contenus, de la prise de hauteur. Et on leur pardonnera le fait qu'ils font plus de fautes d'orthographe, parce qu'on sait qu'ils écrivent comme des chartiers par exemple. Puisque c'est la machine qui aura écrit à leur place. C'est tragique. Regardez, voilà, j'ai un site internet diaporama, truc magique. Les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Par Jean-Philippe Bourgeon, menteur, flatteur. J'ai bien fait. Hein, historique des Jeux Olympiques, Antiquité, époque moderne, 21e siècle. Discipline sportive au JO, paf paf. Infrastructure des sites. Calendrier, programme des Jeux. Les athlètes, je ne savais même pas combien il y en avait. Paf, il nous sort le nombre d'athlètes. Enjeu économique. Il vous a même généré une image. Bon, le gars, là, il est en détail, il a claqué la Tour Eiffel à la place. La Tour Eiffel, c'est trop bien, madame Hideux. J'adore. C'est peut-être la Tokyo Tower. Ouais. Et puis, héritage des JO. Voilà. Évidemment, c'est la version light. Bien sûr, on peut aller creuser, carotter, dire bah, dans cette diapo, c'est pas bien, il manque ça, retourne sur Internet, va me chercher papa, va me chercher les autres. Waouh. Ok. Bon, on a fait le bling-bling. Maintenant, on va aller chatouiller l'intelligence artificielle et la pousser un peu dans ses retranchements, avec des choses que vous ne soupçonnez pas. Laissez-moi vous ménager mon petit effet de surprise. Je voulais vous montrer les deepfakes, mais vous en avez vu, hein, on met la tête à la place de Claire Chazal, on met la tête de Tom Cruise, machin. Bon, on va pas le faire. On passe direct au best-of. Je pense que le potentiel de l'affaire, je vous l'ai illustré.
Et maintenant, je voudrais vous faire voir ses limites. Donc je reviens dans mon truc là. Je reprends ChatGPT. Ah, j'ai jamais testé. Je vais prendre l'ancien modèle, mais je crois que je ne peux plus l'avoir. Ah, zut. Je crois que je ne vais pas réussir à le faire planter. Vous me ferez confiance si ça ne marche pas. Je cherche un animal dont le nom est un anagramme des lettres S-U-R-I-C-A-T-E, séparées par des virgules. Vous avez la réponse, a priori. Voilà. Monsieur connaisseur. Voilà. Et là, je demande à ChatGPT 4, qui est une version quand même déjà un peu musclée du truc, qui est capable de se challenger. Mais bon, j'arrive à le faire planter quand même. Le nom écureuil est une anagramme des lettres que vous avez fournies. Mais pas du tout, il n'y a pas de L, il n'y a pas d'accent, il y a 2 fois des E. Mais pourquoi tu fais ça? Vous voyez? Je pense que ce truc-là m'a fait des trucs absolument incroyables sur le truc de lanceur d'alerte, là. Il n'est pas capable de résoudre un truc de CE2, c'est une blague. Il n'est pas capable de résoudre une anagramme de CE2. De niveau CE2. Je lui ai même mis les lettres dans l'ordre. Comment Tu veux parler d'intelligence artificielle, il y a plusieurs fournisseurs. Ah, mais vous le mettez Là, à il y a Mistral. ChatGPT, mais j'ai vu, là, il y a Chrome qui sort le sien, il y a tout ça. Là, vous pouvez le mettre à Mistral, vous pouvez le mettre à tous les moteurs, Gamma, de Facebook, de Meta, etc. Dans les versions de la même, Derrière, c'est toujours la même base. de la même génération. C'est le même. C'est les mêmes modules qui vont c'est être les ramenés mêmes, pour, c'est les mêmes générations d'algorithmes. Donc c'est la même famille c'est le procédé pour construire du texte. Oui, Et donc, donc, du on coup, en fait pas différentes, mais on arrive toujours au même ils sont soumis aux mêmes limites, on va dire. Et voilà. Et surtout, ils sont augmentés par un certain nombre de choses qu'on ne voit pas, qui les rendent d'autant plus fins et nous donnent le sentiment qu'ils se rapprochent de notre intelligence en termes de langage syntactique, vous voyez. Moi, je vous dis tout de suite, la mienne, c'est pas possible. Certainement, j'en doute pas. Mais c'est là, et maintenant je vais vous expliquer pourquoi ça lui a fait ça, ChatGPT. On a eu ça. Et si vous retenez une idée qui peut vous faire briller en société, c'est l'idée que l'IA générative, ChatGPT, patati patata, existe grâce au transformer. Waouh! Le modèle Transformer, qui est un modèle d'intelligence artificielle, celui qui est au cœur des IA génératives, c'est une recherche de Google qui date de 2017 et qui fait 11 pages. Et avec ces 11 pages, voilà où on en est rendu. Il y a un petit malin qui s'est dit, alors là c'est pareil, je vous renvoie vers, c'est le Financial Times, c'est là que j'ai trouvé une explication digeste de ce que sont les IA. C'est en anglais. Ça va vous challenger sur d'autres compétences, mais je vous invite à... C'est intéressant. Voilà. Alors, il y a 4 étapes dans cette affaire-là. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'IA cherche à faire des liens entre les mots et à faire des représentations vectorielles des mots. Donc, il essaye de faire en langage machine une représentation sous forme de vecteur, c'est-à-dire, voilà, le mot, il est là, et il est proche ou plus loin d'un autre mot. C'est ce qu'il essaye de faire. Alors ça veut dire que, bah, voyez, le mot banane sera plus proche du mot fruit que du mot os à moelle, vous voyez. Voilà. On va arriver à une représentation vectorielle des mots qui sera dans la machine proche. Le mot mer et le mot océan auront un peu la même représentation vectorielle. D'accord ? La machine ne va pas s'arrêter à cette cartographie des mots. Elle va aller plus loin par un mécanisme qu'on appelle l'auto-attention. Je ne sais pas ce que ça a à voir avec l'attention, on verra ça avec le chercheur. Il va essayer de relier au sein d'un corpus de mots les mots qui ont du sens entre eux, pour isoler ce qui est peut-être le sujet, qui fait l'objet de la discussion, par rapport à ce qui est peut-être un adjectif qui aura moins de poids ou moins de valeur à l'intérieur du texte. Dans des représentations mathématiques qui ne font pas sens pour la machine, ça n'est pas de l'intelligence. D'ailleurs, c'est un mot mal traduit. En anglais, intelligence, ça veut dire renseignement. Hein. MIT, c'est l'IA. Intelligence, c'est le renseignement, le travail sur la donnée.
À partir de ce mécanisme d'auto-attention, la machine va encoder une carte du texte. Et quand on va lui proposer de générer la suite, elle va faire, je résume en l'espace d'une slide, elle va faire une proposition statistique du mot qui est le plus probable derrière. Qu'est-ce qui va sortir statistiquement de plus probable, considérant cette carte et cette proximité de mots. Et vous voyez, je vous fais le test là-haut. Le petit chat est, je suis sûr qu'il vous avez tous un mot qui vous est venu, en fonction de vos référents culturels, en fonction d'un certain nombre. Statistiquement, la machine, elle va trouver. Alors, elle pourra trouver le petit chat est poilu, elle pourra trouver le petit chat est joueur, elle pourra trouver, si elle est très cultivée, le petit chat est mort, mais elle ne trouvera pas le petit chat est champion de natation. Vous voyez? Alors, on ne pensait pas que, mais il se trouve qu'avec ce tour de passe-passe-là, ça arrive à ce niveau de précision. Bien sûr, c'est affiné, c'est augmenté. On a inventé la notion de contexte, c'est-à-dire qu'à la machine, comme vous l'avez vu, je lui ai fourni, moi, l'actualité juridique du centre de gestion pour lui réduire le champ dans lequel elle va chercher. Et donc, quand je lui dis rédige-moi mon modèle de courrier, je lui ai déjà ciblé à l'intérieur de tout Internet une zone plus fine dans laquelle elle va pouvoir faire sa projection statistique pour affiner, pour faire des propositions qui soient plus probables. Mais ça n'est pas de l'intelligence, c'est de la puissance de calcul. Dans le premier exemple, Oui. ce qui a été généré, il fait des références, on peut aller lire des articles, des textes de loi, j'imagine, des choses comme ça. Oui. Donc ça, il ne peut pas l'inventer non plus, donc il faut qu'il y ait en référence à une autre base de données. Tout à fait. Alors, juste, c'est tout à fait ça, et je pense que vous tenez le mécanisme, c'est-à-dire que ce qui fait le passage à l'échelle et qui augmente la finesse de la chose, c'est qu'au lieu de l'entraîner sur l'équivalent d'un dictionnaire, on l'entraîne sur l'équivalent des connaissances du genre humain, en lui soumettant tout Internet, figé à telle date. ChatGPT, la société OpenAI, disent, voilà, on a entraîné notre modèle sur les données de mars 2024. Et puis après, on utilise, comme ça coûte excessivement cher, on parle en millions d'euros, de créer une nouvelle version d'un nouveau modèle sur l'évolution des connaissances, puisqu'elle en fabrique en plus cette qualité, elle se réalise. En tout cas, on va lui créer des mécanismes supplémentaires qui lui permettent de rester actuel. Donc là, elle a fabriqué une capacité statistique à produire du langage qui est extrêmement intéressant pour nous. On va lui donner des bases de données contextuelles pour soit affiner son travail, vous voyez, soit... On a découvert aussi que ça ne marche pas que sur le texte. Si je mets plein de photos médicales, au bout de quelques millions de photos de maladies, il est capable de détecter de manière précoce des cancers, là où un œil entraîné de médecin ne l'aura pas vu. Si je lui mets du contenu audio, il est capable de générer du son qui ressemble à, bon, c'est pas des Beatles, mais ça va, de la vidéo. Aujourd'hui, les grands éditeurs vidéo sont capables, vous voyez, on parle souvent des problèmes de raccord, il y a des chasseurs d'images dans les films de toute nature, ils vont chercher, regardez là, il avait une cravate bleue, là la cravate est rouge, bon, ils détectent ça, et la machine est capable de transformer la cravate pour qu'elle ce soit la cravate d'origine. On va très très loin dans ça. Ça veut dire que maintenant, il faut que tout ça, ça soit déjà référencé quelque part, dans une ça. base, Ouais. et qu'on va chercher une information, en fait, et à partir de là, est-ce qu'on peut la manipuler, cette information? Bien entendu, on peut l'alimenter avec tous les contenus qu'on veut, et il est de notoriété publique que tous ces modèles sont racistes, sexistes, absolument pas alignés avec les modèles innovants et les valeurs de nos sociétés modernes. Et quand je vous parlais de problématiques, on est confronté à ça directement. Ouais. Comment ça se passe quand on a un mot en français deux mots qui peuvent se ressembler, comme par exemple boucher en tant que profession et boucher en tant qu'obstrué? Comment lui, il l'interprète? Mais justement, grâce à ça, grâce à ce mécanisme d'auto-attention qui va peser le poids entre le mot de devant. Ouais. Absolument. Et grâce à ces mécanismes, il est capable maintenant de peser le poids de ce mot, d'en détecter la valeur et de dire effectivement, je parle de la profession, et donc plus on va lui fournir une fenêtre de contexte large, plus il va pouvoir peser les mots, créer des liens et faire la distinction et le distinguo. C'est aussi pour ça que ça marche la traduction et que ces outils sont meilleurs en traduction que ne sont nos modèles statistiques traditionnels. C'est parce qu'en fait, ils vont redescendre à cette représentation et ils vont trouver dans l'autre langue la représentation vectorielle
comparable ou la plus proche et ressortir le truc. Et statistiquement, ben, c'est ocean et pas océan, mais ça match. Et c'est aussi pour ça que c'est très mauvais pour traduire le Swahili, parce que le Swahili, on n'a pas assez sur Internet de contenu, c'est une langue qui est essentiellement orale, pas écrite, etc. Et donc, du coup, ben, ça veut dire qu'il y a aussi menace sur les cultures alternatives, celles qui sont sous-représentées sur Internet, et qu'il y a menace pour toutes les autres, parce que celles qui sont sur-représentées sur Internet, 60% de l'Internet s'écrit en anglais, vous avez compris. Voilà. Je crois que le temps va nous manquer, c'est passionnant. Ouais, je vais essayer de finir. J'ai pas le temps de vous passer l'extrait d'Albert Jacquard, je vous le mettrai. La puissance du numérique. Allez, je vous envoie ça. ChatGPT, hein. Version 3 2020, 175 milliards de paramètres, des millions d'unités de calcul qu'on peut 12 000 unités de calcul qu'on peut associer à des neurones. C'est 1000 milliards de paramètres. Wow. GPT-4, wow. C'est incroyable. Mais regardez par rapport au genre humain. L'efficacité du vivant, un cerveau de bébé, c'est 100 milliards de neurones. Le cerveau d'un adolescent, c'est 10 000 connexions par neurone. 1 million de milliards de connexions. À chaque seconde que vous lui parlez, il en produit 2,5 millions depuis sa naissance. Et tout ça avec une efficacité énergétique. Je ne sais pas comment vous nourrissez vos ados, mais même si vous les nourrissez avec des pommes et que vous leur donnez 0 Mars, ils y arrivent quand même. Vous voyez? Donc effectivement, ceux qui comparent ça avec les... Même en volume, ce qui est une comparaison ridicule, je vous l'accorde, même en volume ou même en puissance, ça c'est même pas, n'y est pas quoi. Ça n'est pas de l'intelligence. Et Albert Jacquard en donne une définition qui nous séduit. C'est pas parce que c'est un de nos éminents scientifiques jurassien ou je sais pas. Moi, je lui trouve une humanité dans cette vidéo que je vous invite à découvrir. Alors, je préfère vous donner des définitions plus utiles. Un ensemble de technologies qui effectuent des tâches d'habitude réservées à l'intelligence humaine. Des programmes informatiques capables de traiter des données non structurées pour extraire et produire des unités de sens. On vous le fait faire tout le temps dans les tableaux Excel. Il y a toujours un informaticien qui vient vous dire « Oui, votre colonne de date, elle n'est pas à l'endroit. Regardez, il faut trouver le bon format. C'est année, tiret, mois, tiret, jour. » Vous voyez, ce travail-là de ramener dans un format qui puisse être exploité à la machine des choses qui font sens pour nous, mais pas pour elle, ben voilà, capable de structurer de la donnée non structurée. Voilà, ça fait ça pour nous, et ça peut le faire excessivement bien. Et ce ne sont pas des simulations de ce qu'est la complexité de l'intelligence humaine, de sa sensibilité, son rapport à l'émotion. Ça ne remplace pas la réflexion. Ben, pas du tout. Vous voyez, je vous l'ai dit, ça ne réfléchit pas. Ça fait mal, quoi. C'est commencé par l'IA, ça, le texte. Pardon, vous dites? Le texte va passer par l'IA. Non, je l'écris à la main. On voit bien à la fin de dernier paragraphe. Oui, alors, ce serait... Des simulations de toute l'IA. Oui, il n'y aura pas eu la faute d'orthographe, par exemple. Merci. Voilà. Donc, une IA adaptée au service public en 5 minutes. Bon, on n'ira pas voir. Si j'avais eu un peu de temps, on serait allé voir ce que propose le secteur marchand. Des DIBIA pour les délibérations, toutes les délibérations des collectivités publiques en open data, c'est croqué, vous lui tapez machin. J'aimerais bien la prochaine délibération pour vous faire une salle des fêtes. Bim. Territorial GPT, c'est ça, mais pour tous les secteurs, il est capable de vous faire des trucs sur le statut, sur machin. C'est génial. Maya, c'est sur les marchés publics. La DELIP, c'est bien, le DCE, c'est mieux. Et franchement, je pense que ces sociétés font du bon travail. Je vais pas si vous voulez, je ne suis pas là pour critiquer le secteur privé. Directement. Moi, je me pose quelques questions. C'est en lien avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Comment on achète ça? La légalité et les coûts. Par exemple, Maya, c'est 700 € par mois pour une licence. Moi, je sais ce que c'est que les échelles de coûts sur une plateforme comme AWS pour générer un prompt d'IA. On est en quelques centimes pour des millions de prompts. Si vous vendez ça 700 € par mois, vous faites même des CE. Vous voyez l'idée? C'est que là, il y a un rapport économique qui doit se construire entre nous qui sommes au service du public, de l'intérêt général, face à un rapport qui est un rapport économique et marchand. Bon. La légalité de ces achats. Vous allez sur OpenAI, vous leur demandez, je suis une collectivité territoriale, je voudrais vous faire un mandat administratif. Je sais pas, ils sont hyper innovants, mais vous allez entendre, vous savez, la sonnerie des téléphones à l'époque. C'est la même. Moi, j'ai essayé de leur écrire un service public, on n'intéressait pas. Ils n'ont pas répondu à mon mail, ils n'en ont pas besoin, ils font des pleines mains. Quelles régulations sont à l'œuvre? Contraintes réglementaires. Là, l'Europe sort le CALDAT. Parce que nous ne nous organisons pas dans l'intérêt général, l'Europe
légifère à tour de bras. Vous avez entendu le RGPD, mais la NIS 2 sur la sécurité des réseaux d'information, le Cloud Act qui vient de sortir, DMA sur la modération sur le marketing, sur la modération des contenus en ligne, ça va à fond la caisse. Et, soit dit entre nous, le législateur a raison de le faire. Nous devons nous organiser pour être face à ce monde qui change. Et si on ne le fait pas, au début on disait oui, le marché va s'auto-organiser. A priori, ce n'est pas ce qui s'est passé. On a besoin de régulation. Comment piloter cet écosystème dans l'intérêt général, sans oublier les enjeux de Et je voulais vous mettre face à ce petit contraste. Voilà comment on voit notre intelligence artificielle. Je vous ai dit IA tout à l'heure, est-ce que vous avez utilisé ça dans la tête? Vous dites, est-ce que j'ai été confronté à un chatbot, ChatGPT, Google, machin, etc. Et puis les utilisateurs. Mais en fait, pour nous, on n'a pas besoin de ça. On a vu qu'il y a des traitements d'entrée en sortie. Je lui mets un PDF, il me résume ça, etc. Il faut que je prenne de l'information, puis il faut qu'il m'en retourne. Donc là, ça, c'est pas de l'IA, c'est des processus d'ingénierie logicielle, tel qu'on le fait par ailleurs, logique maîtrise ça. On peut produire des chatbots, mais on peut produire d'autres choses avec. On peut le mettre à l'usage de nos utilisateurs et de nos systèmes, pour faire du lien entre nos logiciels qui ne se parlent pas. On a besoin de services, formation, assistance. On a besoin de gouvernance. J'en ai parlé tout à l'heure, comment on achète ça, comment on atteint, comment on sécurise et tout. Et enfin, on a besoin d'opérateurs techniques. Et soit on laisse nos opérateurs fabriquer chacun ce modèle-là, et on va en avoir plein sur la table, soit on se fédère dans des structures mutualisatrices pour produire des modèles de cette nature-là qui nous permettent de piloter l'usage de ces technologies émergentes dans l'intérêt de nos collectivités, de nos usages. Voilà. Je finis sur ce que nous on a fait. Je voulais vous faire une démo, j'ai renoncé à ça parce que en une heure ça aurait pu 45 minutes, c'était trop court. On a fait une application de sondage, vous répondez en verbatim, vous créez vos questions, vous répondez en verbatim, donc c'est pas une liste déroulante, oui, non, les gens répondent ce qu'ils veulent et ensuite la machine elle agglomère tout, elle fait une synthèse. L'IA fait une synthèse de l'ensemble des réponses, on l'a testé sur 50 utilisateurs, leur sentiment sur l'IA, ça vous fait une carte et tout, c'est super sympa. Certains agents l'utilisent de manière ponctuelle. Ne diffusez pas de données à caractère personnel. OpenAI n'est pas votre ami. Et puis notre nouvelle GED, traitement d'image par l'IA, identification des métadonnées, préindexation dans la GED, préindexation dans Cyril. L'opérateur, l'agent de carrière viendra viser la pièce, viser l'indexation, s'assurer que tout ça est conforme. Et puis nous rappeler un travail d'acceptation de rejet, ce travail de manutention, ce travail de saisie là, qui coûte du temps à tout le monde et il aura été pris en charge par la machine grâce à ces nouveaux. C'est notre ambition. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je vous ai apporté zéro réponse, on est d'accord, hein, je ne l'ai pas pour ça. Simplement quelques questions sur comment se saisit cet enjeu. Merci.